Adrien Fontanella, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, je vais vous demander de vous présenter. Ah oui, Adrien Fontanella, je suis chercheur et auteur spécialisé dans l'étude des conflits contemporains, donc soit depuis 1945, à la base par appétence pour les conflits qui sont relativement peu étudiés, qui intéressent peu, notamment parce qu'ils n'y impliquent pas de force occidentale. Cela dit, évidemment, avec l'actualité que nous connaissons en Ukraine, ce sont des phénomènes, des sujets d'études qui malheureusement se rapprochent de notre paradigme à nous. Et donc j'ai publié plusieurs ouvrages chez un éditeur britannique et contribue régulièrement avec des articles auprès de la revue militaire suisse et Défense et Sécurité internationale. Donc ça veut dire qu'au niveau des ouvrages, ils ne sont qu'en anglais? Ils ne sont qu'en anglais. J'en ai publié un en français qui porte sur une histoire militaire de l'armée irakienne, de 1921 à sa fondation jusqu'à 1991, soit la défaite à la suite de Desert Storm. Bon alors effectivement, les lecteurs de la RMS vous connaissent bien, mais pour les autres, est-ce que vous pouvez développer les conflits sur lesquels vous avez travaillé? Oui, j'ai dans un premier temps beaucoup travaillé sur les conflits africains, donc notamment la guerre civile angolaise, entre l'indépendance, donc 1975, et le milieu des années 90, guerre civile angolaise, mais qui impliquait aussi un corps expéditionnaire cubain, la présence de nombreux conseillers militaires soviétiques et évidemment les affrontements avec l'armée sud-africaine aux confins de la Namibie. Donc il y a une forte dimension interétatique et conventionnelle également. J'ai aussi travaillé sur la guerre d'indépendance de l'Érythrée, donc une guerre qui se joue entre le régime du Derg, le pouvoir central éthiopien à la suite de la chute de Haïlé Sélassié, là aussi avec l'appui soviétique, donc contre les indépendantistes érythréens et le Front populaire de libération du Tigré. Jusqu'en 1991, soit la chute du Derg. Cela dit, c'est une actualité qui a ressurgi avec la guerre qu'on connaît dans le Tigré depuis 3 ans maintenant. Et le Sri Lanka? Oui, aussi. Alors, effectivement, j'étudie aussi et travaille sur une série d'ouvrages portant sur la guerre civile sri-lankaise, notamment parce qu'elle, donc la lutte des mouvements, puis du principal mouvement indépendantiste sri-lankais, soit les Tigres de libération de l'Ilam Tamoul, le LTT. Et c'est à mon sens un conflit extrêmement riche en enseignements, qui est récent, puisqu'il s'est terminé avec la défaite du LTT en 2009 seulement. Et il y a une particularité dans ce conflit, c'est les femmes combattantes. Oui, absolument, vous avez raison. Le fait est que, pour comprendre cette thématique de la femme combattante dans le contexte de la guerre civile sri-lankaise et des Tigres tamouls, il faut comprendre qu'en fait on parle d'une population tamoule accessible pour le LTT, qui est extrêmement faible, peut-être 1 million de personnes. Le LTT contrôlait des zones libérées de toute présence gouvernementale. Et il s'agissait aussi d'une guerre avec une forte composante attritionnelle, donc les pertes étaient très lourdes. Le LTT était systématiquement en infériorité numérique de l'ordre de 1 à 10 contre les forces gouvernementales, donc il avait besoin de ressources humaines. Et sur un bassin démographique aussi réduit, il ne pouvait faire l'économie de recourir aussi aux femmes. On finit en fait par avoir, sur un effectif global du mouvement qui a oscillé entre, si on part du milieu des années 90, sur un effectif total d'entre 10 000 et 18 000 combattants, selon les périodes, le tiers était composé de femmes. Ce qui pose énormément de questions intéressantes. Alors, le mouvement lui-même se voulait progressiste, donc l'implication des femmes dans la lutte était une manière de revendiquer une marche vers l'égalité entre hommes et femmes au sein de la société tamoule, qui est elle-même très conservatrice du fait de la culture hindoue qui la sous-tend. Ce qui fait que, tout en étant d'apparence assez libérale quant à la mobilisation des femmes, il s'agissait d'une aile complètement séparée. Donc vous aviez vraiment des régiments féminins
complètement distinct des unités masculines. Donc on a ce paradoxe qui est, oui, il y a une forme de libération de la femme, mais dans un cadre qui est lui-même extrêmement rigoriste. On n'est pas du tout, par exemple, vers une marche, vers une quelconque forme de liberté sexuelle ou d'appropriation du corps de la femme par elle-même. Au contraire, des cas des rapports sexuels, par exemple, entre deux combattants qui n'auraient pas été autorisés par la hiérarchie, c'est-à-dire hors mariage, étaient punis par la mort. Donc on a et il s'agit à nouveau d'unités féminines qui sont complètement séparées. La proportion de l'affectif est tellement importante qu'on n'est plus du tout dans une dimension anecdotique, et c'est un des cas, parce que c'est un petit peu, et peut-être que ça rebondit avec les débats qu'on connaît dans l'armée suisse, c'est-à-dire que, après tout, oui, est-ce que les femmes ont réellement, légitimement toute leur place dans les unités de combat, là où il s'agit de porter des charges, là où il s'agit de faire feu, là où il s'agit de servir des armes lourdes. Il y a toujours un petit peu cette crainte ou cette idée sous-jacente que oui, on le fait parce que c'est politiquement correct, parce qu'il faut vivre avec son époque, mais quand même, dans la réalité des faits, tout le monde est bien au courant que, eh bien alors à ce niveau-là, les Tigres tamouls montrent que l'efficacité militaire d'une unité féminine est absolument équivalente à celle d'une unité masculine. Alors, on parle d'un conflit de haute intensité. C'était pas une simple insurrection. Il faut aussi savoir que les Tigres tamouls sont probablement une des insurrections les plus professionnelles qu'il n'y ait jamais eu, avec un soin quasiment maniaque porté sur l'entraînement des soldats et des cadres, avec une formation de base de 3 mois, une formation complémentaire de 3 mois. Et les femmes étaient soumises exactement au même régime que les hommes, à tous égards. C'est vrai que c'est difficile à imaginer, parce que quand on parle de l'image de la femme dans les troupes combattantes, effectivement, on se dit, oui, mais une charge sur homme, ou en l'occurrence sur femme, de 30 kilos, voire plus, c'est difficile, mais est-ce qu'au niveau de l'équipement, elles sont aussi lourdement équipées ? Il n'y avait aucune différence, aucune adaptation. Vous aviez même une unité donc il y avait toujours ce principe d'avoir alors soit des grandes unités, parce que vous aviez vraiment des régiments entiers, au moins 3 régiments, intégralement féminins, et y compris les commandantes étaient des femmes. Par exemple, le régiment Major Sautière, enfin, tous les régiments portaient des noms de martyrs du mouvement. Et vous aviez certaines unités plus transverses, par exemple une unité de mortiers qui dépêchait des batteries auprès en soutien des diverses unités d'infanterie. Et cette unité-là avait des batteries féminines, et quand je dis batteries féminines, on parle de mortiers de 120. Dans le contexte sri-lankais où il y avait très peu de mécanisation disponible, qu'il fallait déplacer ces tubes dans la jungle, les assembler, tirer, vous aviez des batteries intégralement féminines et d'autres intégralement masculines. Ça montre bien, parce que ça montre bien l'absence de différence. On parle vraiment de travail de force dans l'usage de ce type d'armes. Donc oui, en cela, c'est une expérience intéressante. Bien sûr, les unités, la présence d'unités féminines était aussi exploitée à des fins de propagande. Mais, Alors, pour parler d'un autre conflit, l'Ukraine, vous cherchez aussi... Oui, bien sûr. Oui, on a, je peux parler en mon nom à celui de mes collègues, c'est vrai qu'un événement aussi énorme, aussi effrayant, aussi sidérant que l'éclatement d'une guerre conventionnelle en Europe. Alors, on a connu la Yougoslavie, dire que c'est la première fois depuis 1945 est erroné. Mais enfin, on est dans des échelles, et on est dans une logique, un paradigme de conflit interétatique qui est absolument sidérant. Il y a très peu parmi nous qui ont vu venir ces événements. Enfin, en tout cas, dans mon cas, je pense à une montée des tensions qui correspondent à une forme de gesticulation politique ou militaire. Mais une invasion d'un État par un autre en Europe, et donc évidemment, on ne peut être capé par cette actualité. On ne peut que vouloir l'étudier au fur et à mesure qu'elle se déroule, ce qui induit aussi de rédiger quelques articles. Alors, est-ce que quand on observe justement ce qui se passe au fur et à mesure, est-ce qu'on arrive à avoir une idée de l'issue ?
Non, c'est très difficile à déterminer parce que on est sur un peu les fondamentaux de la guerre qui sont qu'on n'est jamais dans des dynamiques linéaires. On tombe où on peut connaître l'existence de dynamiques sous-jacentes, mais sans savoir le moment où on va commencer à voir leurs effets. On a un exemple, typiquement avec le cas de l'Ukraine, c'est-à-dire que donc on a cette opération de choc russe au début de la guerre qui échoue, qui aboutit au retrait russe du front nord, donc de Kiev, à la fin du mois de mars, et un basculement dans le Donbass. Et pendant des mois, on a vu les Russes à l'offensive, avec très peu de succès, mais enfin ils ont quand même capturé quelques villes au prix de très lourdes pertes de combats acharnés. Et on voyait la dynamique attritionnelle de ces affrontements, sachant que les Ukrainiens tendaient à garder des réserves qu'ils n'engageaient pas, mais enfin, et en même temps, intuitivement, de voir cet appareil militaire russe s'user dans des offensives très localisées, mais néanmoins à outrance, avoir des bataillons interarmes se faire annihiler les uns après les autres. On pouvait bien suspecter qu'il y aurait un risque à un moment donné d'effondrement de l'appareil, sans pour autant avoir été en mesure de prédire que leur front, par exemple dans le secteur de Kharkiv, s'effondrerait à ce point. Donc il y a toujours un risque d'aller dans des prédictions précises, même si, en l'état actuel des choses, et toutes choses égales par ailleurs, si le soutien occidental reste constant, s'il n'y a pas d'escalade gravissime du point de vue russe, les Ukrainiens sont clairement à l'avantage. Mais hormis cela, pouvoir anticiper un agenda quant à quand est-ce que les Ukrainiens pourraient, par exemple, parvenir à bouter les Russes hors de l'ensemble de leur territoire national, cela me paraît très, très aventureux. Est-ce que de votre observation, ce conflit en Ukraine a eu un impact, une répercussion sur la perception de la population en Suisse sur les risques d'une guerre conventionnelle ou sur les questions de défense de manière générale ? Oui, à plusieurs égards. Alors, il y a la résurgence du phénomène guerre dans littéralement les quotidiens, parce que la guerre en Ukraine elle-même, si ce n'est pas causé, généré une aggravation majeure de la crise énergétique dans laquelle nous sommes entrés. On connaît déjà des demandes des autorités officielles quant à la réduction de notre consommation énergétique. La situation peut même demander plus d'efforts de chacune et chacun à cet égard. Donc on a une causalité, ça entre dans nos univers, nos univers personnels, pardon. Et puis, sous un autre aspect, évidemment, l'arrivée de réfugiés ukrainiens par dizaines de milliers. Donc c'est une population là aussi qui entre dans notre quotidien. Nombre de parents ont des enfants qui ont désormais des camarades ukrainiens réfugiés dans leur classe. Donc il y a une entrée dans le quotidien par ce biais-là. Sur les thématiques de défense, oui, à l'évidence, il y avait cette question de procéder à l'acquisition des F-35 qui était sujette à combat politique et finalement qui ne l'a pas été parce que cette acquisition est devenue une évidence. Je pense que par l'image, par le fait d'entendre parler constamment, cela dit, je pense aussi qu'il y a eu un effet de sidération et de fascination, mais on voit bien par la couverture médiatique qu'il y a une normalisation désormais. On parlait d'Ukraine tous les jours, on en parle peut-être plus qu'une à deux fois par semaine. Mais oui, la guerre conventionnelle, la vieille guerre, la guerre qu'on considérait disparue a clairement ressurgi dans une forme de normalité, ce qui va très certainement avoir des impacts sur la politique de défense et sur l'armée suisse. Plus personne ne remet en cause, par exemple, le budget de l'armée, alors que c'était un sujet qu'on ne cessait de rappeler, la relativité de la pertinence de ces dépenses.
On n'entend plus tellement ce discours dorénavant, donc il y a à l'évidence une conscientisation. Et enfin, alors il y a certes l'implication de la population générale, je pense que les implications vont être énormes pour l'armée elle-même. Il y a probablement pour des années de retour d'expérience à obtenir de ce qui s'est passé en Ukraine. On retrouve des dynamiques qui sont celles de la guerre conventionnelle, mais à laquelle s'ajoutent des technologies qui ne sont pas nouvelles, mais qui sont cette fois massivement utilisées, à commencer par les drones. Et cela va probablement induire une profonde transformation des pratiques tactiques de la plupart des armes, en fait, des blindés en passant par l'infanterie. La défense, ce qui se passe aussi au niveau de la guerre dans le ciel, avec ces frappes de missiles de croisière et balistiques russes qui visent actuellement les infrastructures électriques, la capacité de la défense antiaérienne ukrainienne à y faire face en partie. Évidemment, ce sont des choses qui vont résonner avec la pratique de nos militaires. On pourrait dire qu'il y a combien de temps qui s'écoule pour le lien de cause à effet? Enfin, c'est-à-dire que d'abord, il se passe un événement, puis on prend des mesures et elles sont appliquées effectivement. D'ici combien de temps ça pourrait changer ici? En prenant en compte le temps suisse, enfin, qui est quand même un temps qui est celui de la construction du consensus et non pas de la rupture brusque, vraisemblablement quelques années. Les événements se déroulent, on en a pour l'instant une compréhension parcellaire, donc il faudra le temps de la paix, il faudra aussi le temps de l'étude, de la compréhension, peut-être déjà un peu de l'histoire, puis de l'appropriation du capital d'expérience. Et ensuite de la diffusion et de l'application au sein de l'institution. Donc c'est forcément des temps pluriannuels à minimum. En tout cas, beaucoup de sujets de recherche pour vous à venir, j'imagine, sur lesquels vous travaillez plus précisément actuellement? Alors l'Ukraine va demeurer un sujet important. Et sinon, je continue à travailler sur cette série d'ouvrages sur la guerre civile sri-lankaise. Donc je travaille sur la période qui va de 1995 à 2002, qui grossièrement peut être caractérisée comme une troisième phase de la guerre civile. Et enfin, je m'attellerai à un dernier volet qui portera sur la dernière phase du conflit et de sa fin, soit de 2006 à 2009. Merci Adrien Fontanella. Merci à vous.